que d'émotions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de la journée, avec cette vidéo sur la retraite de Maria, mon avis sur la retraite de Rafael Nadal. Et ensuite le débrief du match entre l'équipe de France et entre Israël et l'équipe de France. Victoire 4-1 de l'équipe de France au terme d'un match, on va le dire, pas parfait, mais sérieux de l'équipe de France. Un match qui, bon, bah voilà, au vu du contexte actuel, bon, on peut pas dire que le match était désagréable à regarder. Et on va commencer avec l'annonce de la retraite de notre légende, d'une des légendes du tennis, si ce n'est la légende du tennis mondial. Évidemment, voire même une légende du sport de manière générale. C'est notre bon vieux Rafael Nadal qui annonce sa retraite, qui a annoncé hier sur ses réseaux sociaux sa retraite. Et je vous avoue que ça m'a fait un choc. Pourquoi ça m'a fait un choc en tant que fan de Rafael Nadal, en étant un petit peu honnête et objectif sur la situation? C'était plus le Nadal qu'on avait ces 2 dernières années, n'était pas le Rafael Nadal qu'on a connu jusqu'en 2020, voire 2021, où il était encore, entre guillemets, entre guillemets pour moi, à son prime. Et au final, ben voilà, t'as ça. T'as cette annonce qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et cette annonce de retraite de Rafael Nadal. Et voilà, lui qui dit que c'est le bon moment pour arrêter. Et oui, effectivement, quand on voit toutes les blessures qu'il a eues, les tournois qu'il aurait dû faire, qu'il aurait aimé faire, qu'il n'a pas pu faire parce que c'était pas possible pour lui physiquement, bah forcément, la défaite au premier tour à Roland Garros, que c'était jamais arrivé pour lui, puis il perd, voilà, il se fait littéralement démonter par Zverev en 3-7 dès le premier tour, et en tombant directement contre lui forcément. Donc tu te dis, ouais, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de Rafa? Et puis finalement, la seule opportunité qu'il y avait au final, c'était forcément les JO. Il y avait les JO de Paris où il aurait eu peut-être cette opportunité d'aller enchaîner peut-être un dernier titre, un tout dernier titre, peut-être un deuxième titre olympique pour lui, parce que je crois que le seul titre olympique qu'il avait, c'était en simple en tout cas, c'était au JO de 2008. Donc non, forcément, il y avait quelque chose. Et pour moi, même ceux qui sont pas fans de Rafael Nadal, qui sont pas supporters de Rafael Nadal, les pros Federer, Djoko, ou même les pros Medvedev, Alcaraz, Sinner, euh, je vous le dis sincèrement, ça ne peut que vous faire quelque chose, le départ de Rafael Nadal, parce que tous les grands matchs auxquels vous avez eu droit, c'est grâce à Rafa que vous l'avez. C'est Rafa qui a donné à lui tout seul, c'est Rafa qui a donné cette vraie dimension au tennis, même si le pionnier, on pourrait considérer par exemple Roger Federer comme le vrai pionnier de tout ça, de par l'élégance du joueur, de tout ça et tout. Mais pour moi, c'est clairement Novak. Pour moi, c'est clairement Nadal qui a ramené le tennis à un niveau supérieur. Voilà, c'est clairement lui qui a amené Nadal à ce niveau-là. Pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est clairement lui, parce que quand tu sais que le joueur, le joueur en lui-même est passé par des phases compliquées, je pense notamment à son année 2009 que j'ai trouvé assez mauvaise, parce que même si derrière il a essayé de gagner quelques tournois, il a essayé de se remettre physiquement et tout ça, et
Et je pense que les premières galères ont commencé depuis là. Et je pense que c'est là où Novak Djokovic, et les Novak Djokovic et Federer ont profité des périodes où Nadal était physiquement moins dominant. Et à partir du moment où on a retrouvé, euh, on a retrouvé cette force-là, bah non, franchement, voilà, derrière, ça a été quasi parfait. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ça. Sinon, à peu de choses près, euh, pour le coup, j'ai apprécié, j'ai apprécié quand même l'annonce de sa retraite. Je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo sur Instagram, les petites séquences, quand il parle aussi de sa famille, j'ai trouvé ça hyper émouvant. J'ai cru que j'allais pleurer. Je me suis retenu de verser une petite larme parce que franchement, c'est incroyable. Donc, c'était vraiment incroyable pour ça. Maintenant, on va parler d'autre chose et on va parler maintenant du match entre l'équipe d'Israël et l'équipe de France. Et victoire 4-1 de l'équipe de France pour le compte de la troisième journée de phase de groupe de la Ligue des Nations. Évidemment, victoire 4-1 à Budapest. Vous le savez en raison du contexte actuel pour Israël. Et attention dans les commentaires, je veux pas que vous me parlez, avant de commencer le débrief, ne me parlez pas du contexte israélo-palestine. Je veux pas en entendre parler sur cette chaîne. Non pas que je ne veux pas prendre position, mais pour moi, ça n'a rien à faire sur ma chaîne, ce genre de truc-là. J'ai pas envie de parler de ce genre de truc sur ma chaîne. J'ai envie de transmettre de la joie et de la gaieté sur ma chaîne YouTube, surtout en faisant des débriefs ou comme là, j'ai essayé de vous faire avec l'annonce de la retraite de Rafael Nadal. Donc voilà, que dire donc du coup. Donc voilà, donc c'est clair, pas de commentaires sur ça, sur le contexte de israélo-palestine. Sinon, vous serez, votre commentaire sera supprimé de la chaîne et vous serez viré de ma chaîne YouTube pendant un petit moment. Vous serez viré de ma chaîne YouTube pour un petit moment, je vous le dis. Voilà. Comme ça a le mérite d'être clair. On va commencer ce débrief et que dire du match de l'équipe israélienne qui était bien faible parce que au-delà du contexte actuel, le match délocalisé, pas délocalisé, à la limite ça, c'est qu'un détail, on s'en fout un peu. C'est le niveau du match en lui-même de cette équipe d'Israël qui a eu littéralement qu'une seule occasion, c'est le but. Et franchement, à part le but, ils n'ont pas mis en danger cette équipe de France. Ils ne nous ont pas mis en danger, ils n'ont pas eu de vraies occasions. Ils ont quelquefois essayé de déborder sur le côté. Quelquefois, Jules Koundé s'est fait un petit peu prendre. Mais au final, je trouve que le match en lui-même était bon. Pour moi, il n'y a rien à jeter. Et non, franchement, pour moi, il n'y a rien à jeter dans tout ça. Il y a vraiment rien à jeter. Ensuite, pour ce qui est du reste, j'ai trouvé une équipe de France assez sérieuse. Vraiment, globalement, a fait un bon qui pour moi a fait globalement un bon match. Mais qui a eu pour moi 30 minutes où on a senti entre la 45, de la 45e jusqu'à la 75e minute. On n'a pas eu cette petite étincelle qu'on a eu en première période. Et pour moi, sur 100% du match, donc sur les 93 minutes qu'on a eu de ce match, pour moi, on a eu, c'est-à-dire 1% par minute jouée. Sur 100% du match, pour moi, je suis satisfait à 70% du match. Pour moi, on a fait 70% de bon dans ce match-là. Et je trouve que c'est déjà pour moi pas mal. Et je dis pas qu'il faut, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Mais faut savoir que ces mecs-là jouent en club la semaine. Et que ce soit
ceux qui sont en Coupe d'Europe ou non. Il y a des joueurs qui jouent la semaine, il y a des joueurs qui jouent. Il y a des joueurs qui ont joué samedi dernier, donc faut quand même pas oublier qu'il y a eu quand même il y a quand même eu des joueurs qui ont pas, qui ont quand même les jambes bien lourdes après les derniers matchs de championnat du week-end dernier. Donc faut quand même pas l'oublier ça. Ça faut pas quand même l'oublier. Alors peut-être que entre le dernier match de championnat de samedi dernier avant la trêve et tout ça, il y a une semaine avant entre guillemets presque une semaine selon les sélections pour les matchs pour les matchs de sélection. Il y en a à me dire ouais mais attends, ils ont une semaine entre ceux qui sont appelés, il y a une semaine de repos, ils pourraient faire mieux. Oui, ils pourraient faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Mais si à chaque victoire on est obligé de dire ah ouais mais non mais on peut faire mieux tout ça, oui, oui c'est pas parfait ce qu'on voit avec l'équipe de France. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est que notre équipe nationale gagne. Ce qu'on veut avant tout, c'est que notre équipe nationale gagne ses matchs et fasse quelque chose. Que notre équipe de France ait des résultats avant de penser à la manière, au contenu du match. Parce que je suis conscient que beaucoup m'ont dit ouais, mais tu dis que le bilan de l'Euro pour l'équipe de France est positif juste parce qu'ils sont allés en demi-finale. Non, c'est pas que le fait d'être allé en demi-finale qui me fait dire que le bilan est positif, c'est que en termes d'état d'esprit, j'ai plutôt apprécié à part peut-être sur le match contre l'Espagne, j'ai aimé l'état d'esprit enfin non peut-être à part l'état d'esprit contre la Belgique en huitième de finale. Pour moi, on a eu un bon état d'esprit pendant tout l'Euro. On a essayé quand même d'être solidaire. Je trouve qu'on a été plus ou moins solidaire. La seule chose qui nous a manqué, c'est l'efficacité offensive, c'est tout. On a juste manqué d'efficacité offensive où on a été mauvais, c'est tout. C'est sur ce point-là qu'on a raté l'Euro, c'est sur l'efficacité offensive. Mais sinon, l'objectif, il est atteint. L'objectif a été atteint, c'était de faire demi-finale à l'Euro. Et moi, c'est ce que je demande. C'est ce que je demande en général. Et pour moi, une compétition réussie, c'est minimum demi-finale. Maximum, c'est faire finale, voire remporter la compétition. Mais voilà, il faut de l'ambition. C'est un fait, il faut de l'ambition, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste aussi. Il faut aussi être réaliste. Voilà, tout simplement. On va faire la note des joueurs. Je ne vais pas vous noter réellement les notes des joueurs d'Israël, parce que très clairement, il n'y en a aucun qui est sorti du lot à part le buteur Gandelman, qui pour moi est le seul joueur le seul joueur côté israélien qui a fait vraiment un vrai bon match du début à la fin, clairement, avant sa sortie. Pour moi, c'est un comment dire pour c'est peut-être le seul joueur que je vais noter côté israélien, c'est 8 sur 10. Voilà. Le reste entre Feingold, Glazer et jusqu'à Gluck et Baribo, pour moi, le reste des joueurs, c'est même pas 3 sur 10. C'est même pas 3 sur 10 pour le reste. Avant de noter les joueurs, je vais vous dire moi mes 3 flops et mes 3 tops côté français. Enfin non, j'ai 3 flops et 2 flops côté français. Les 2 flops que moi j'ai, c'est Chouameni et Kolo Muani, même s'il est passeur, pour le but de Kamavinga. Mais pour moi, c'est Kolo Muani et Chouameni les flops. Et notamment, j'aurais pu dire éventuellement, et pour moi, clairement, Ousmane Dembélé n'a pas fait un bon match hier, clairement. Voilà. Kolo Muani, Dembélé, Chouamini n'ont pas fait un bon match, sinon le reste, ça a été bon, ça a été solide. Même si j'ai pas trouvé Konaté hyper rassurant en début de match. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est monté en puissance. Michael Olise aussi, qui a eu un match assez délicat. Sinon, le reste, le reste de l'équipe, c'est un top. Voilà, tout simplement.
Même Jules Koundé a été très bon, c'est pour vous dire. En ce moment, j'ai pas grand-chose à redire sur les matchs de Koundé en équipe de France, donc voilà. Donc du coup, Mike Maignan, bah on peut pas dire grand-chose du match de Mike Maignan parce que pour moi, contrairement au retour que j'ai pu avoir là depuis que j'ai allumé mes téléphones, je comprends pas comment on peut dire que Mike Maignan peut rien faire sur le but de la tête là de Gandelman. Parce que la tête, elle arrive vite, mais elle est pas non plus hyper puissante, la tête, hein. Le coup de tête est pas non plus hyper puissant. Alors la tête reste. Le but reste magnifique pour Israël parce que le centre est bon. Le centre est bon. Moi, j'ai pu revoir un peu les images et il est légèrement devant, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu couvert par Konaté ou Saliba. Petite erreur de placement, ça peut arriver dans un match. On leur veut pas parce que derrière on gagne le match. Derrière on gagne le match, mais pour moi Maignan c'est 6 sur 10 à cause du but parce que pour moi sur le but il n'a pas la main suffisamment ferme parce que il est dessus, hein, il est quand même dessus. Mais c'est un peu la même configuration que le but que prend Glazer, le gardien israélien. C'est que la passe de Colomwani est bonne, mais la frappe de Kamavinga est pas si puissante que ça. Il y a juste le rebond qui arrive très près du gardien et du coup ça perturbe un peu la position du gardien qui nous fait le coup de la savonnette avec ses gants. Il nous fait le coup de la savonnette et résultat, le ballon rentre dans le but. Et moi, c'est un petit peu le même genre de but que Marc Griezmann à la Coupe du Monde 2018. La frappe aux 20-25 mètres, la frappe de mule qu'il met sur Muslera. Et en fait, là, il n'y a pas vraiment de rebond. C'est que la frappe, elle fait un. Je sais pas, il y a dû y avoir un léger effet qui a perturbé le gardien. Et du coup, hop, Muslera fait cette erreur-là et la balle rentre dans le but. Et ben là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose pour Glazer, qui fait quand même cette boulette. Parce que même si la frappe est pas hyper puissante et qu'il y a le rebond qui perturbe le gardien, c'est quand même une énorme faute de main du gardien israélien. Mais là, quand même, Maignan, je suis désolé. Même si dans le reste, dans le jeu au pied, il a été hyper rassurant, il a été vraiment beaucoup plus rassurant que sur les derniers matchs. Il a fait sur le reste, il a fait son match, si tu veux. Mais je mets 6 sur 10 parce qu'on n'a pas été tant mis en danger que ça. Les quelques arrêts qu'il a eu à faire, personnellement, le peu d'arrêts qu'il a eu à faire, il les a fait. Voilà, ok, très bien. Mais franchement, même moi, qui suis pas très bon qui suis mauvais à ce poste-là, je peux vous garantir que les frappes qu'il a eu à faire, même moi, je les arrête. Même moi, je les arrête. Donc, voilà, dans le jeu au pied, il a été bon. Voilà, mais pour moi, sur le but, il doit avoir la main beaucoup plus ferme. Même si ça arrive ras du poteau, il doit avoir la main beaucoup plus ferme que ça, parce qu'il la touche. Justement, c'est parce qu'il la touche. Parce que s'il l'avait pas touché, je t'aurais dit ouais. Je t'aurais dit ouais, effectivement, il peut rien faire. Mais là, je suis désolé, pour moi, là, il doit faire mieux, Maignan, sur ça. Et on peut toujours faire mieux. Mais ça reste quand même meilleur qu'Hugo Lloris, hein, on va pas se mentir. Pour moi, il est 10 fois meilleur que. Il a, il a un Hugo Lloris dans chaque gant et dans chaque orteil. Et tout ça, parce que Hugo Lloris dans le jeu au pied, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Et, et voilà, c'était vraiment pas ouf. Mais sinon, voilà, sur sa ligne, voilà, c'était extrêmement fort. Maintenant, latéral droit, on va passer à Jules Koundé. Et pour moi, Jules Koundé, je vais pas lui mettre une note en réponse à son maillot, faut peut-être pas exagérer, parce que là, ce serait vraiment être vache avec lui.
Mais pour moi, Jules Koundé a été très très bon sur ce match-là. Il a fait un très très bon match. C'est pas encore parfait. Il a pas encore le match référence. Il a pas encore fait le match référence, Koundé, mais pour moi, Jules Koundé a été très bon. Je lui mets un énorme 8 sur 10 à Jules Koundé. Pour moi, il a été très bon. Il s'est fait prendre deux trois fois sur son côté. Pendant les quelques minutes où on n'a pas été bon et qu'Israël a essayé de pousser un petit peu. Mais sinon, les 5-6 minutes de temps fort des Israéliens, il a été un peu mis en difficulté. Ensuite, Konaté, pour moi, il n'a pas été hyper rassurant en début de match. Je ne l'ai pas trouvé hyper à l'aise. Parce que le placement sur le but, puis quelques minutes après, c'était un peu compliqué à mon sens pour Konaté. Et ceux qui ont regardé le match devraient l'avoir vu aussi. Je ne l'ai pas senti hyper à l'aise et hyper en confiance. Parce que dans les passes, il était là. Le peu d'interventions défensives qu'il a eu à faire, il les a bien faites. Mais je ne l'ai pas senti non plus hyper à l'aise physiquement. Je l'ai senti emprunté en fait. En fait, il fait un très bon match aussi. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas senti à l'aise physiquement. Je l'ai senti fatigué. Je l'ai senti fatigué. Je ne l'ai pas senti comme d'habitude, Konaté. Je l'ai pas senti hyper à l'aise physiquement. Maintenant, quand tu arrives à ce moment-là de la saison, tu es entre le mois d'octobre et le mois de novembre. T'as quand même bien entamé ton championnat. T'as fait 7-8 journées. T'as quand même pas mal de matchs dans les jambes. Donc ça peut peut-être s'expliquer aussi. Hein, ça peut peut-être s'expliquer parce que la plupart du temps, Ibrahima Konaté, il joue tous les matchs avec Liverpool. Donc ça peut s'expliquer aussi. Mais je vais lui mettre 7 sur 10 quand même. Je vais lui mettre 7 sur 10. Je peux pas lui mettre 8. Parce que à cause du fait que je l'ai senti fatigué et que parfois je l'ai senti un petit peu pas hyper. Je l'ai pas senti hyper à l'aise sur certaines actions israéliennes, notamment les quelques incursions israéliennes en seconde mi-temps, notamment les 5-6 minutes où on a été un petit peu mis en difficulté par Israël. Mais sinon, voilà, on a eu une défense solide, honnêtement. Et encore une fois, il y en a qui vont dire j'en fais trop avec Saliba, mais pour moi, Saliba, c'est juste une immense dinguerie, ce joueur. Le- Quand il est arrivé en prêt à Marseille, je me suis dit, bon, le gars, il était Arsenal, il était pas ouf. Bon, faut dire, c'était un Arsenal qui était malade, malade au possible, qui faisait pas de bons matchs du tout, qui se faisait écraser, qui était capable de se faire écraser contre Nottingham Forest. Hein, je vous le dis, c'était ça, hein, c'était possible. Mais même si je pense pas que ça arrivait. Parce que je regardais pas encore vraiment pleinement la première ligue. Mais Saliba, depuis qu'il est arrivé à Marseille, qu'il a fait sa saison à l'OM de dingue, et tout ça et tout, mais oh là 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 là. Et puis quand il est revenu à Arsenal, mamma mia que c'était génial. Mamma mia les matchs qu'il fait, c'est juste une dinguerie ce qu'il fait. Le match de Saliba, encore une fois, les couvertures de balles, il venait aider Konaté. Du coup, je pense que c'est ça qui a peut-être aidé Konaté à se mettre en confiance tout au fil du match, même physiquement aussi. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais on a vu un Saliba, mais taille patron. Pour moi, le capitaine, ça aurait dû être. Pour moi, le capitaine de cette équipe, ça doit être. Et tout le temps, ça doit être William Saliba. Le mec est un patron en défense. C'est quelqu'un qui rassure ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui met une. Et le vice-capitaine, pour moi, ça doit être Théo Hernandez parce qu'il a cette âme de leader-là. Théo Hernandez, c'est pas pour rien qu'il est capitaine à l'AC Milan. Mais Saliba, ce mec-là, c'est juste une dinguerie. Pour moi, c'est 9 sur 10 pour Saliba. Je peux pas vraiment mettre 10 sur 10 parce que s'il avait mis un but, s'il avait marqué hier soir, j'aurais mis 10 sur 10.
Mais pour moi, c'est lui l'homme du match. Alors on va me dire, ouais, mais pourquoi tu mets un défenseur homme du match, ça paraît inquiétant. Non, même si ton équipe, t'aimes bien le match de ton équipe, là pour le coup, c'est pas forcément inquiétant d'avoir un défenseur homme du match. Ouais, je te le dis. C'est pas forcément inquiétant. Et Saliba, pour moi, je vous le dis, je suis tombé amoureux de ce joueur. Et pour moi, actuellement, et j'ai pas peur de le dire, pour moi, sur l'intégralité des défenseurs centraux aujourd'hui, et même depuis un an, plus d'un an maintenant, pour moi, William Saliba, c'est le meilleur défenseur central du monde. Voilà, je le dis, c'est le meilleur défenseur central du monde, William Saliba, aujourd'hui. Voilà, clairement. Ensuite, Théo Hernandez, ça a été un peu mieux que les autres fois, mais je ne l'ai pas senti, lui aussi, je l'ai senti un petit peu emprunté. Puis le bon carton rouge qu'il a subi avec l'AC Milan après la défaite face à la Fiorentina, va falloir quand même qu'il se relève, qu'il se remette en question lui aussi. Mais bon, on va dire 7 sur 10 pour Théo Hernandez quand même, parce que pour moi, il a fait son match. Pour moi, il a fait son match. Donc 7 sur 10 pour Théo Hernandez. Tchouaméni. Remets-toi en question, gars, sérieux. C'est pas parce que tu joues au Real Madrid qu'il faut que tu nous pondes des performances pareilles en équipe de France, parce que t'es pas bon avec le Real et t'es pas bon en équipe de France. Là, encore une fois, ça s'est vérifié hier. T'as fait pas mal de récupérations, mais tu te projettes pas, tu te projettes pas vers l'avant, tu frappes pas, enfin, t'as essayé une frappe complète, une frappe minable en seconde période. Tu t'essaies même pas de te procurer des occasions. T'as pas en plus ton statut de capitaine. Pour moi, tu le mérites absolument pas. Clairement. Pour moi, ça aurait dû être Saliba ou Jules Koundé ou voire Mike Maignan. Mais là, franchement, tu nous prends un match, mais décevant. T'as été décevant. Alors, je vais te mettre 5 sur 10 avec mes encouragements quand même, parce que t'as été un peu mieux que d'habitude en équipe de France. Mais de par la seconde mi-temps que t'as faite, mais honnêtement, la première mi-temps que tu fais, c'est scandaleux ce que tu nous fais en première mi-temps. Déjà, je te vois pas énormément. En première mi-temps, je te vois pas. À part quelques récupérations de temps en temps, t'as eu beaucoup de mal à te mettre dans le rythme. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Kamavinga, pour moi, c'est pareil. Buteur-passeur, pour moi, c'est 8 sur 10 à cause du carton jaune. Après, le carton jaune, il est logique, on va pas se mentir. Voilà. Ensuite, Ousmane Dembélé, son match vraiment décevant. Là, ça fait 2-3 matchs là où je trouve que Dembélé est décevant. Parce que même le match là où il marque contre la Belgique, je l'avais pas trouvé hyper intéressant. Bon, j'avais fait le débrief, où j'avais dit que j'avais aimé son match, mais là, franchement, si même contre Israël, t'es pas capable de faire, de faire un bon match et de travailler ta finition, sérieux, travaille ta finition, mec, travaille ta finition, parce que c'est pas possible. Alors là, pareil, avec mes encouragements, je vais te mettre 5 sur 10 parce que même si tu as été un flop sur ce match-là, je suis désolé, va falloir que tu te réveilles, Ousmane. Va falloir que tu te réveilles parce que si en club tu commences à être efficace, mais qu'en équipe de France t'as les pieds carrés, à un moment donné, stop quoi. Stop. Sinon, stop. Michael Olise, j'ai on va dire un match un peu discret, je vais lui mettre 6 sur 10 à Michael Olise avec mes encouragements. Parce que la deuxième mi-temps qu'il fait est vraiment très bonne. J'ai même peut-être même poussé à 7 sur 10. Parce que bon, tu joues un match en tant que titulaire. T'avais déjà été titulaire contre la Belgique il y a plusieurs semaines. Là où on gagne 2-0. Mais voilà, tu fais ton match. Tu fais ton match. Pardon. Tu fais ton match. Et non, franchement, pour moi, Michael Olise a fait son match. Ça n'a pas été parfait, il a eu pas mal de passes ratées. Il a pas été, je ne l'ai pas trouvé suffisamment percutant. Mais je vais lui laisser du temps.
notamment pour le cas Nkunku aussi, je vais y revenir. D'ailleurs, je finirai avec lui. Et Michael Olise, pour moi, symbolise un peu ce match-là. C'était un peu délicat par moment, mais quand tu arrives dans l'équipe de France, tu as quand même le poids de la sélection qui arrive. Tu arrives dans une équipe qui a été championne du monde, qui a été finaliste en 2022, qui a été demi-finaliste du dernier Euro, qui a eu des résultats un petit peu en dents de scie ces dernières semaines, mais tu as eu comme ces derniers mois, mais par contre, tu arrives quand même dans une équipe de qualité avec une concurrence folle et c'est dur. Voilà, tout simplement. Kolo Muani, qui est en pointe de l'attaque, pour moi, c'est juste pas possible, Kolo Muani. Kolo Muani, à part que ça passe, il a rien fait. Kolo Muani, c'est 4 sur 10. Je vais lui mettre 4 sur 10 avec mes encouragements. Ça a été un flop total parce que autant le match face à la Belgique, je l'avais trouvé plutôt bon. Et j'espère que si jamais il rejoue contre la Belgique, qu'il nous refasse le même match. Je pense pas qu'il sera titulaire. Mais voilà, j'ai Kolo Muani, s'il te plaît. Garde confiance, crois en toi parce que là c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Et enfin, Christopher Nkunku qui a fait son petit match. Pour moi, c'est. Je voulais mettre 8 sur 10, mais je me suis dit c'est un peu trop pour un retour en équipe de France. Je vais lui mettre 7 sur 10 parce qu'il a fait son match. Après, il s'est un petit peu effacé en seconde période. Il s'est un petit peu effacé. Mais voilà, je trouve qu'il a fait son match. Voilà. Sur ce, j'espère que ce débrief vous aura plu. Moi, je vais vous retrouver pour la deuxième vidéo après, quand celle-là sera mise en ligne, pour les meilleurs Pokémon de type poison. Je vous retrouverai plus tard pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type poison. Et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200, abonnés. Avec l'objectif de les 1000 abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec le débrief. Ce que j'ai dit dans le débrief avec respect et sans insulte bien sûr. Et notamment, n'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Snapchat, Facebook et Instagram. Plus Facebook, Instagram, je suis plus actif sur ces deux réseaux sociaux-là. Et sinon, que la passion Pokémon vous guide. Pokémon vous guide. Bon, bah, c'est pareil. Hein. Que la passion Pokémon vous guide pour tout à l'heure. Que la passion du foot vous guide. Allez les bleus. Et à bientôt.